C'est sur l'excision, on révèle les origines de l'excision. On a souvent véhiculé l'idée comme quoi ça fait partie d'une coutume africaine, alors que dans nos recherches, nous nous sommes finalement aperçus que l'excision, une fois de plus, ce n'est pas africain, mais c'est quelque chose qui a été apporté en Afrique durant les périodes coloniales. Vous avez d'autres ouvrages parus ou à paraître? Oui, paru, il y a un ouvrage qui s'intitule Dunamé. En fait, dans cet ouvrage, nous parlons de la tradition africaine de façon générale. Donc, l'histoire de l'Afrique, des origines à nos jours. On dit que c'est le berceau de l'humanité. Donc, nous sommes allés questionner les gardiens de notre tradition, qu'on appelle couramment Djeli, ou griot de façon abusive. Et donc, nous avons découvert des choses hallucinantes sur notre propre histoire qu'on ignore très souvent. Et vous remontez jusqu'à 100 000 ans. C'est quoi vos sources? Alors, les sources, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, les Djeli. Et il y a également des sources écrites. Par exemple, on remonte avec le bâton d'Ishango. C'est le premier bâton mathématique trouvé. Il y a 22 000 ans ou... Ça, c'est 22 000 ans. Alors que quand on questionne donc, les gardiens de notre tradition, ils disent que le premier bâton daté, écrit, remonte d'il y a 90 000 ans. Donc on voit que les informations données par, entre guillemets, la science actuelle et celles conservées par notre mémoire historique... Mais comment ils peuvent dater oralement sur une distance aussi importante? Alors, il faut savoir que les Ndjeli, par exemple, ils sont entraînés à emmagasiner une information. Ce sont des greniers, comme on dit, des greniers sémantiques. Donc, c'est leur travail, c'est vraiment leur profession en tant que telle, d'historien, d'emmagasiner toute cette information-là. Et il y a également la langue. Donc, la démonstration se fait également à partir de nos langues. Les mots de nos langues qui nous disent, par exemple, que chez nous, le mot modernité, ça date d'il y a 100 000 ans, justement, et ça s'appelle Issamamé. Donc, dans une langue proche de laquelle aujourd'hui, en Afrique? Voilà, c'est dans l'évé classique. L'évé qui nous vient du côté du Togo, notamment. Ouais. Togo, Bénin, et une partie au Nigeria même. Très bien. Donc, on va arriver à notre thème d'émission même. Mais avant cela, expliquez-nous un peu quelles sont vos recherches par rapport à la Renaissance africaine, parce que vous avez l'air d'un agneau comme ça, mais vous êtes un vrai samouraï. Vous travaillez contre les techniques de domination mentale, les armes de domination mentale, etc., etc. En un mot, de quoi il s'agit? En fait, il y a deux volets. Il y a le volet de la Renaissance, ce qu'on appelle Renaissance africaine. Donc, en Medoune Ether, qui est la langue pharaonique, on parle de Ouem Messout, qui signifie le renouvellement de naissance. En fait, quand un peuple on vient, entre guillemets, à tomber, à s'écrouler, à péricliter, il arrive un moment où il se remet en question pour apporter un renouveau dans sa culture, un renouveau dans son idéologie de façon générale. Et donc, dans l'ouvrage intitulé Dunamé, nous traitons également de cette question de la Renaissance, nous apportons des solutions concrètes pour la construction de cet État fédéral africain dont tout le monde rêve. Nous apportons la Constitution, l'hymne national, le système économique, le système politique. Et donc, c'est en fait tout ça qui est englobé par le concept d'Ouem Messout. Et le second volet, c'est le volet des armes de domination mentale. Donc, par exemple, le terme de noir, on va se rendre compte que c'est plus une arme de domination mentale qui est faite pour assujettir des peuples, dominer des peuples mentalement. On va rentrer dans le vif du sujet. On a pris le temps de se poser parce qu'après, ça va être plus dense. J'aimerais que vous preniez le temps d'expliquer. On a du temps, nous ne sommes que deux. Ça va être plus dense. On va prendre le temps d'abord, en partant du titre de l'émission qui s'est voulu, comme d'habitude, un résumé, un condensé, du noir à l'africain. L'histoire de la construction d'une identité, finalement, et d'un imaginaire africain. C'est ça, le sous-titre qui est en filigrane de notre questionnement. Ce qui revient à dire que ces notions, vous les interrogez, oui. Vous les, comment dirais-je, vous les récusez, comme on pourrait dire en droit, vous les récusez, ce qui peut se comprendre, parce que c'est un imaginaire qui a été construit par d'autres. Nous sommes bien d'accord. À partir de quel moment les termes africains, nègres, esclaves sont utilisés en Afrique? Et je vous pose une deuxième question pour vous laisser le temps de poser votre réflexion. Oui. Et comment les Africains s'imaginaient et s'appelaient eux-mêmes? Je pose les deux questions ensemble pour qu'on sente le moment de la césure. Prenez votre temps, allez-y. Alors déjà, je vais commencer par la première question. Donc, d'où viennent le mot nègre, noir? C'est la même chose en fait. Je crois qu'il faut remonter déjà à la signification réelle de ces mots, parce que là, on parle en langue française.
Et on va se rendre compte que quand on fait des recherches, quand on questionne justement, parce que le rôle de l'historien, c'est comme celui du psychiatre ou du psychologue. Quand le patient est malade, il vient voir le médecin, le psychologue ou le psychiatre, et le psychiatre lui pose des questions et cherche à savoir d'où remonte son mal. Donc nous, c'est ce travail que nous avons essayé de faire avec le mot noir et nègre. Donc en anglais, ça donne black ou nigger. Donc c'est les mêmes choses. Il y a des variantes dans les langues arabes, etc., etc. Donc, que signifie le mot noir? Le mot noir a deux sens. Premièrement, il désigne une classe sociale des personnes asservies. À quel moment? En Eurasie. Parce qu'il faut savoir que le mot noir prend sa naissance, sa racine en Eurasie. Donc l'Eurasie, c'est l'Asiatique, les pays asiatiques, l'Europe, tout ce que l'on appelle le monde indo-européen. Donc le concept de noir tel qu'on l'entend aujourd'hui... On est à quelle période là? Dès les départs. Dès les départs, donc c'est pourquoi il faut expliquer avec pédagogie, justement. Le système social, enfin ce qu'on appelle le mode de production, l'organisation sociale des pays eurasiatiques est fondamentalement basée sur un système esclavagiste. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories sociales principalement dans la société. Il y a la première catégorie des nobles. Ça, c'est le petit nombre de la population, donc ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple l'élite, et qui impose son point de vue au reste de la population. Donc le reste de la population, le bas peuple comme on dit aujourd'hui, c'est ceux-là qu'on qualifie de noirs. Non, noirs, pourquoi noirs? Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas l'aisance des nobles, et les nobles, c'est ceux qu'on appelle les blancs, justement. Ils sont appelés blancs parce qu'ils sont cultivés, ils sont riches, et ils ont tout le faste qui va avec. Et entre le blanc et le noir intervient une troisième couleur, c'est le rouge. Le rouge, c'est en fait la classe sociale, ou on peut dire caste, des guerriers, de ceux qui vont à la guerre pour le compte des blancs. Et en cas de révolte, par exemple, du bas peuple, ce sont les rouges, donc les guerriers et les soldats qui vont mater le peuple. Et c'est pourquoi vous verrez d'ailleurs que la couverture de l'ouvrage, vous avez le blanc, le rouge et le noir. Donc ça illustre ces trois classes sociales. Donc le noir signifie, désigne en fait, c'est la couleur qui désigne en fait cette classe sociale des pauvres, du bas peuple, des personnes asservies. Sans vouloir vous interrompre, mais juste pour une précision. Est-ce qu'il y a un exemple précis d'une civilisation, d'un empire, d'un royaume que vous pouvez mettre en exergue pour illustrer cela? C'était pratiqué ainsi dans quel royaume, dans quel empire par exemple? D'accord, on va en venir. Donc je clarifie d'abord le concept et je vais donner des exemples plus tard. Donc il y a ce concept, déjà il faut se mettre en tête que le mot noir signifie esclave. Donc c'est le bas peuple en fait qui était martyrisé par la population. Il faut savoir qu'en Eurasie, en Grèce par exemple, on était soit homme libre, soit esclave. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas ces termes. Eurasie. Expliquez-lui ce que c'est. L'Eurasie, c'est la population aujourd'hui qu'on appelle blanche ou jaune. Donc l'Asie. Et qui, il y a plusieurs milliers d'années, s'étendait pas seulement en Europe, mais partait de l'Asie. De l'Asie, voilà. L'Asie actuelle. Donc c'est toute l'Asie, de l'Asie actuelle, justement. On va voir le cas de la Chine, par exemple. Il y a l'Asie, il y a les Sémites. Les Sémites sont composés par les Juifs et les Arabes, donc les Hébreux. Et il y a les Européens, et les Afro-Européens, descendants comme les Américains, etc., etc. Donc c'est ceux-là qu'on appelle Indo-Européens, donc il y a les Iraniens, les Irakiens, etc. Donc c'est ceux-là qu'on catalogue dans le concept d'Eurasie. D'accord. Indo-Européens. Voilà. Donc, on a ces trois classes sociales dans la société eurasiatique. Donc l'organisation sociale est ainsi déterminée. Donc il y a les Noirs qui représentent la majorité de la population, le bas peuple. Ensuite, il y a les guerriers qui sont symbolisés par la couleur rouge. Et enfin, il y a les blancs qui symbolisent la noblesse, les prêtres et autres. C'est ceux-là qui dirigeaient vraiment la société. Donc, on voit ici déjà, d'entrée de jeu, que le concept de blanc ou de noir ne désigne pas la couleur de peau d'une population donnée, mais ça désigne plutôt des concepts qualifiant des classes sociales et des castes. Donnez-nous un exemple d'auteur qui s'exprime là-dessus. Alors, vous avez par exemple Georges Dumézil, qui a fait des travaux et qui a démontré la division tripartite. C'est ce qu'on appelle la division tripartite de la société eurasiatique, du monde indo-européen. Donc, l'organisation sociale par caste. Et je vais donner des exemples à partir, justement, des références poétiques, constitutionnelles, cosmogoniques, venant de cet univers socio-culturel et politique de l'Eurasie. Donc, juste pour finir au niveau de la signification du terme noir, donc on a vu que ça désigne non seulement la caste,
du bas peuple, les personnes défavorisées. Mais ce concept-là va également désigner les personnes faisant partie de cette caste. Donc ça désigne la caste, mais ça désigne également les personnes asservies, donc les esclaves. Donc le mot noir, mettons-nous-le dans la tête, ça signifie esclave. Donc une fois que l'on dit ça, il faut maintenant démontrer. Dans l'ouvrage, on se base sur un texte fondamental, donc une constitution en Europe par exemple, le cas des Européens. Dans la société germaine, vous avez un texte nommé Rigstula, donc le chant de Rig. Ça, c'est la traduction en français. Alors, qui est Rig? Rig est en fait un dieu eurasiatique, donc germain, qui viendra sur Terre pour définir l'organisation sociale. Et donc, il ira sur Terre. Donc, ce texte, vous le trouvez par exemple dans l'ouvrage de... Je vous donnerai les références plus tard. Donc, c'est l'Eda poétique. Ça, c'est l'ensemble des textes cosmogoniques qui résument un petit peu dans lequel se trouve ce chant-là, l'Eda poétique. Donc, dans ce texte, ça a été traduit par Régis Boyer plutôt. Donc, dans ce texte, on dit que ce Dieu arrive sur Terre et il va décider d'organiser la société humaine. Il arrive dans une première famille qui va l'accueillir, sauf que cette famille est délabrée, elle est pauvre. Donc, une fois qu'il va être reçu par cette famille et que la réception ne sera pas à la hauteur de son rang de Dieu, la malédiction qui sera assignée à cette famille-là sera d'avoir un enfant qui, dans le texte, c'est écrit noir sur blanc, est noir de peau. Et il sera l'esclave de ses autres frères, du moins de ceux qui vont être créés par la suite. Ça rappelle une autre histoire. Bien sûr, on en viendra. Donc, une fois que Traïel, ça c'est son nom, le nom de ce noir de peau, une fois que Traïel viendra au monde, ce dieu Rig ira dans une autre famille, qui l'accueillera avec plus de faste que cela. Moi, ce que j'ai envie de vous suggérer, oui, c'est très intéressant, oui, pour la compréhension de tous. Oui. C'est qu'on fasse une délimitation dans l'espace, oui, et dans le temps. Oui. C'est-à-dire que quand vous parlez des Indo-Européens, ce n'est pas une civilisation uniforme et de tout temps. C'est à une certaine époque. Est-ce que vous êtes capable de nous situer relativement, même si ce n'est pas précis, l'époque, et en face, ceux qu'on appelle les Noirs aujourd'hui, quelles étaient les interactions avec les autres? Quels étaient leurs rapports avec les autres? Justement, on va en venir, parce que... Faites-le tout de suite, comme ça, ça nous permet de visualiser la carte du monde à cette époque-là. Je vais vous répondre très clairement. Aujourd'hui, on n'est pas sorti de cette situation sociale. Il faut savoir que les Eurasiatiques ont internationalisé, mondialisé plutôt leur culture. Quand on parle par exemple de tiers-monde, on sait qu'en Europe, il y avait la caste des pauvres ou du bas peuple qui était appelé tiers-État. Donc aujourd'hui, quand on parle de tiers-monde, ça nous rappelle ce bas peuple, mais au niveau mondial, des pauvres. Donc cette histoire de l'Eurasie, c'est des origines de l'existence de ces peuples-là, indo-européens, jusqu'à nos jours. Et maintenant, l'interaction aujourd'hui, l'Africain va être désigné par noir. Pour quelle raison? Parce qu'il va être intégré, durant l'esclavage, dans cette catégorie des esclaves, de cette caste des esclaves européens. C'est à partir de cette période qu'on va l'appeler noir. Comme les Blancs, du moins, ce qu'on appelle aujourd'hui... Quand on parle de la civilisation indo-européenne, oui, eurasiatique, oui, pourquoi on mêle des peuples asiatiques aux peuples européens dans cette définition historique? Parce que les Européens, on dit que l'Europe n'est qu'une presqu'île d'Asie. Les Européens ne sont issus... C'est cette précision que j'attends depuis. Les Européens viennent d'Asie. D'Asie, voilà. On va dire que leur berceau, c'est les steppes, ce qu'on appelle les steppes eurasiatiques. Donc ils viennent tous d'Asie, et après il y aura une diffusion partout en Europe, en Amérique, etc. Mais sinon, ils viennent tous de ce berceau asiatique. Donc c'est le même peuple qu'on... À l'époque, ce qu'on appelle les Asiatiques aujourd'hui n'existaient peut-être pas sous cette forme-ci, où ils étaient moins nombreux. Moins nombreux, c'est ça. Ils n'existaient pas sous cette forme, et ils formaient un même bloc. C'est comme les peuples, ceux qu'on appelle les peuples sémites. Ils viennent tous d'une même branche, par les Hébreux et les Arabes. Ils descendent tous d'Abraham, leur ancêtre, leur patriarche commun. Donc c'est une même famille, et puis au cours de l'histoire, ils vont se séparer, il y aura des divisions, des guerres entre eux, et c'est ce qui va créer... Donc là, on a une période, parce qu'on sait la période fastueuse de l'Égypte pharaonique noire, oui, pour
les égyptologues les moins généreux, ils remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ, d'autres à 6000 ans, d'autres encore plus haut. Oui. Peu importe. Ces Eurasiatiques-là, eux, ils se situent dans ce temps-là ou avant? C'est-à-dire, parce qu'on est dans une civilisation très violente à ce moment-là, très violente. De quelle civilisation il s'agit? Ou alors, c'était des hordes comme ça, de gens qui s'attaquaient? Oui, c'était des hordes. C'est-à-dire que c'était des hordes de gens. Ils étaient déjà violents entre eux. Et maintenant, quand ils vont sortir de leur berceau, ce qu'ils feront, ce sera d'agresser les autres peuples avec lesquels ils n'étaient pas forcément... Il n'y avait pas une relation intensive. Le commerce entre l'Eurasie et l'Afrique... Ils n'ont pas encore massivement colonisé l'Europe. Effectivement. Parce que l'Europe va être colonisée. Effectivement. Au sens de l'occupation territoriale. C'est ça. Comme l'Afrique va l'être plus tard par les Européens également ou par les Arabes aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ça en fait la trame historique. Donc c'est un même peuple qui vient d'un même berceau. Et donc ils ont un fonctionnement social propre à eux. Et dans ce fonctionnement social, le bas peuple est appelé noir. Et ceux qui dirigent le peuple est appelé blanc. Est-ce qu'à cette époque-là, c'est le seul peuple qui pratique l'esclavage? Tout le peuple eurasiatique pratique l'esclavage. Et ailleurs que là, en Afrique, où il y a une civilisation plus ancienne, puisque la vie vient de là... Il n'y a aucune trace de la pratique d'esclavage. Il n'y a aucun texte constitutionnel ou cosmogonique, comme on va le voir chez les Eurasiatiques, qui mentionne la présence de l'esclavage. Au contraire, quand on lit par exemple Nelson Mandela, dans son ouvrage L'Apartheid, il nous fait comprendre que avant l'arrivée des Afrikaners, donc des Européens en Afrique du Sud, il n'y avait ni riches ni pauvres, il n'y avait pas de classe sociale. Donc on était tous égaux. Est-ce que ce n'est pas un monde idéalisé que vous tracez là? Parce que les différences entre les individus sont naturelles. Il y a des gens qui seront chefs de village, d'autres qui seront juste paysans ou bergers. Et donc, il y aura une différence sociale, socio-économique, à tout le moins. La différence intervient au niveau de l'organigramme de la société. Parce qu'il faut toujours des gens pour diriger une société. D'autres vont faire ceci, d'autres vont faire cela. Vous parlez d'égalité dans l'essence même. Il n'y a pas dans la liberté, dans les droits fondamentaux de l'individu. Il n'y a pas un système d'oppression et de domination, d'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que quand on voit par exemple les chefs de village en Afrique aujourd'hui, leur rôle, c'est justement d'instaurer ce qu'on appelle la ma'at, donc la justice. Enfin, à l'époque. Aujourd'hui, c'est... Non, aujourd'hui encore. Moi, je reviens du Congo, par exemple, et ce sont des choses dans certains villages qui sont encore en vigueur. Parce que quand je fais mes travaux, je vais sur le continent et je pose des questions. Donc, c'est encore en vigueur aujourd'hui, ce n'est pas un rêve ou une idéalisation. Même si l'aliénation entre petit à petit, mais on a encore conservé ce patrimoine-là. Le premier choc de cette civilisation avec l'Afrique, la première rencontre, elle se déroule quand et où et de quelle manière? La première rencontre, en fait, elle remonte avec... ça ne va pas être une rencontre amicale, ils ne vont pas s'offrir des fleurs. Alors, généralement, la tradition africaine, c'est une tradition de l'accueil, de l'hospitalité, comme on dit. Donc, généralement, voilà, c'est ce qui a perdu l'Afrique d'ailleurs. Donc, l'Africain, lui, il reçoit tout le monde, si vous venez en ami. Donc, les autres, quand ils viennent avec un esprit de domination. Le premier cas, parce que quand on parle de colonisation, on veut faire remonter la colonisation avec les Européens. Non, la colonisation de l'Afrique, elle remonte du règne des pharaons. Donc c'est à partir des Hyksos qui vont coloniser l'Égypte pendant plus de 100 ans, jusqu'à ce que les mers nubiennes viennent les déloger de là. Donc la colonisation, c'est un long cycle qui a commencé depuis l'époque des pharaons. Donc la rencontre, elle est brutale depuis très longtemps et elle continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et le passage, à quel moment apparaît ou apparaissent les termes noirs et esclaves en Afrique? Alors, les termes noirs et esclaves apparaissent en Afrique il y a quelques siècles, et même moins d'un siècle. C'est à partir des philosophes des Lumières, non. À partir de nos intellectuels, de nos érudits tels que Senghor, Césaire, et etc. Donc, en fait, ça va commencer avec le processus de l'esclavage. Parce que quand l'Africain va être déporté, comme je vous l'expliquais, il va être introduit en Eurasie, en Amérique par exemple, dans cette caste de ceux qu'on appelait les Noirs, indépendamment de leur couleur de peau. En plus, ça tombe bien, que, comme pour faire un mauvais jeu de mots, ils sont noirs, enfin noirs. Noir, c'est relatif. Oui, bien sûr. Parce que la couleur, elle est noire, on n'a pas la même couleur de peau. Bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Effectivement. Ils se rapprochent de ce concept-là, en apparence, visuellement. Pour l'Européen, par exemple, oui. Sauf que pas pour l'Africain. Parce que quand vous désignez l'Africain dans sa langue maternelle, justement, il ne se désigne jamais par la couleur de peau et il ne désigne pas l'autre par la couleur de peau. Je vous donne un exemple simple. Dans ma langue en Kikongo, pour désigner l'Européen, on l'appelle Mundele. Mais la couleur blanche, c'est pas Mundele, la couleur blanche, c'est Pembe.
Donc là, on a un exemple et vous pouvez essayer dans plusieurs langues. En Ewe, par exemple, pour désigner l'Européen, on dit Yovo ou Yevu. C'est pas la couleur blanche. C'est pareil dans la langue Betsi, la couleur blanche, c'est Mfumu, ce qui est blanc. Voilà. Et le blanc, l'individu, c'est une Taran, dont beaucoup de gens ignorent la signification profonde. Mais la signification est quelque peu, c'est une digression. Hein. Elle est très intéressante parce qu'il semble que ça renvoie à une sorte de termite qui s'installe discrètement et puis ensuite vous ne retrouvez pas votre champ. Bref, continue. Donc pour revenir au terme de voilà, donc quand l'Africain pense dans sa langue et à partir de sa culture, il ne définit pas l'autre ou soi-même à partir d'une couleur de peau. Donc le terme noir entrera en Afrique à partir de l'esclavage. Donc les Africains qui vont être déportés vont être introduits dans la caste des Européens appelés noirs, donc des Européens esclaves. Parce qu'il faut rappeler que l'esclavage n'a pas commencé avec les Africains. L'esclavage, le système esclavagiste a commencé avec les Européens eux-mêmes. Justement, on passe au chapitre 2 de notre causerie. Il y a le terme noir qui ne désignait pas ce qu'on appelle aujourd'hui les Africains. C'est ça. Je veux dire, dans son acception, dans ce qu'il porte, historique, philosophique et idéologique. C'est ça. Il y a ça. De même que le terme esclave est un terme, évidemment, on sait que l'esclave a concerné tout le monde, mais aller plus loin encore dans l'histoire même de la notion d'esclavage. Oui, le mot esclave lui-même, il vient du mot slave. Et le slave, ce sont des peuples européens qui ont été asservis et mis en esclavage par d'autres Européens. D'ailleurs, c'est resté le même terme en anglais. Effectivement, slave, et même en latin, slave également, on retrouve le même mot. Donc on voit bien que le système esclavagiste a commencé en Eurasie, par les Eurasiatiques eux-mêmes et entre eux-mêmes. Donc, la mise en esclavage des Africains sera, on peut le dire, un accident de l'histoire. Ah, un accident, mais très lourd de conséquences. Très lourd de conséquences, bien sûr, comme tout accident. Ah bah tiens, oui, il y a des accidents bénins, mais là, c'était quelque chose de très grave. Donc, maintenant, ce sont des termes qui sont chargés. Avant, ils représentaient une réalité socio-culturelle à l'intérieur d'une société qui était la société eurasiatique. Oui. Ensuite, ça s'est internationalisé. Et puis, il y a une étape beaucoup plus délicate qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui, c'est que les mots ont été chargés de un et de deux. Les Africains, ou les Kamites, ou le Muntu, vous nous direz quelle est la meilleure appellation possible pour les Africains, se sont appropriés des termes qui ont été construits par d'autres pour les assujettir. Donc, comment progressivement le terme noir, par exemple, va être chargé? Vous avez parlé de l'histoire d'une mythologie allemande, je crois, il y a quelques instants, pas allemande, germaine, mais très semblable à une histoire qu'on retrouve dans la Bible. L'Ancien Testament. À quel moment, comment va s'opérer la manipulation de ce concept pour que ensuite nous-mêmes on se l'approprie? Mais il a d'abord fallu, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous introduire dans la société européenne, dans cette caste de noirs. Donc une fois qu'on entre dans une maison, on nous a chargé du nom, comme je vous l'ai défini, le mot noir désignait la caste, mais également les personnes étant asservies, donc les personnes esclaves. Donc une fois que l'Africain va être fait esclave, on va lui attribuer ce terme-là. Mais même à l'origine, ça ne désignait pas, même quand l'Africain était fait esclave, ça ne désignait pas encore la couleur de peau. C'est bien plus tard que les philosophes, tels que les philosophes des Lumières, vont charger décharger ce concept au niveau des Européens et le charger au niveau des Africains et notamment au niveau de leur couleur de leur peau. Donc ce sont ces Africains-là, au fil du temps, des siècles et de l'aliénation, qui vont se réapproprier ce concept et en faire une identité. Cette mémoire très lourde de l'Europe elle-même. Effectivement. L'Afrique va être la victime expiatoire aussi d'un inconscient collectif très lourd. Effectivement. Voilà les esclaves, par essence. En plus, ils ont la couleur noire. En plus, voilà. Ensuite, ils sont maudits, comme on dit dans la Bible. Ensuite. Justement, quand on parle de la Bible, venons-en à la Bible. Justement, c'est très tardif. C'est pour ça que je veux que vous vous arrêtiez. La Bible étant des écrits successifs. La malédiction de Cam, elle arrive bien plus tard. Oui, sauf que la malédiction de Cam, comme je vous l'ai expliqué avec le texte précédent, le Rixtula, ce n'est pas la malédiction des Africains, parce que Cam est hébreu. C'était un Eurasiatique, Cam. Donc, l'histoire de Cam, en fait, raconte l'histoire, justement comme le Rixtula, de la société eurasiatique, en l'occurrence hébraïque, des Hébreux, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Et Cam, en fait, ça va être l'enfant, l'un des fils de Noé,
qui va être maudit et dont la descendance va être... il aurait vu son père nu, il était ivre et nu. Donc le père, en retrouvant ses esprits, va maudire la descendance de Cam, ou Cham, comme on dit. Donc une fois que cette malédiction arrive, il dira que ta descendance sera les esclaves de tes frères. Sauf que c'est la même histoire que l'on retrouve dans le texte que je vous ai cité précédemment avec le Rixtula. Et quel est le plus ancien des deux? Le plus ancien des deux, c'est le Rixtula. C'est le Rixtula et il y a même des textes plus anciens que cela. Donc en fait, c'est une idéologie, c'est pourquoi je disais que c'est une idéologie intrinsèquement liée à l'organisation sociale eurasiatique, à leur mode de production. Donc, si on revient à l'histoire de Cam, on se rend compte que Noé n'a jamais mis les pieds en Afrique. Alors comment aurait-il pu peupler l'Afrique? On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, on n'aurait pas pu descendre de Noé ou de Cham ou que sais-je. Donc c'est une question de bon sens. Donc Cham raconte bien l'histoire non pas de l'Afrique, mais celle des Africains. Alors comment Cham sera identifié maintenant à l'Africain? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un travail des pères de l'Église. Je vais vous donner un exemple simple. Quand, par exemple, le roi belge enverra ses missionnaires en Afrique, que sera le travail de ces missionnaires? Ce sera de lobotomiser le cerveau des Africains, en leur enseignant que leurs ancêtres, qu'ils sont noirs, qu'ils sont esclaves plutôt, parce qu'ils sont noirs de peau, et qu'ils sont noirs de peau parce que leur ancêtre, c'est Cham, dans la Bible. Donc, en fait, ils vont reprendre leur réalité culturelle et l'appliquer à d'autres peuples, en l'occurrence les Africains. C'est comme ça que les pères de l'Église vont transformer Cham, qui est un hébreu, en descendant des Africains. Donc ça arrivera très tardivement dans l'histoire. Je vais vous faire respirer un peu, avec une citation qui résume tout ce que vous nous dites depuis le départ. Elle est de Pierre Vallière, c'est sur la 4e de couverture de votre livre, dans Nègre blanc d'Amérique, édition parti pris, 1968. Il dit « Être nègre, c'est être esclave de quelqu'un. Même les pauvres blancs, très souvent, ils ne se doutent pas qu'ils sont eux aussi des nègres, des esclaves, des nègres blancs. Le racisme blanc leur cache la réalité, mais les pauvres blancs sont doublement nègres. » Ça résume tout. Ça résume tout et je vais donner un autre exemple. On parlait des Eurasiatiques, je vais donner un même texte semblable que celui de la Bible et celui du Rixtula. En Chine, que disent les Chinois? Il y a un texte de la création de l'humanité chinoise qui dit, je cite l'auteur, donc c'est Wei Lingmur, dans son texte, dans son ouvrage « La naissance du monde, conte de la mythologie chinoise ». Que dit-elle? On va retrouver les mêmes éléments que dans Cham, dans le Rixtula, et également chez les Arabes, ils ont un texte semblable. Donc, il dit ceci, des mythes du sud de la Chine imaginent les hommes comme les produits de l'union de la déesse Nua et du dieu Fu Yi. Excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas si c'est l'exact. Donc, Nua fabrique les humains. Selon un mythe de la dynastie Han, c'est avec de la terre jaune que la déesse Nua aurait façonné les premiers humains. Se sentant seule, Nua veut créer des êtres humains à son image. Elle commence par modeler les premiers hommes, ceux de l'élite, de la classe aristocratique. Puis, en remuant la terre avec un roseau, elle provoque des éclaboussures qui donnent naissance à une multitude d'êtres humains aux cheveux noirs, c'est-à-dire la basse catégorie. Donc, on retrouve le même procédé. Et quand on parle des civilisations indo-européennes, il n'y a pas des civilisations où la notion de caste est plus forte que l'Inde. Effectivement, c'est la même histoire que l'on retrouve en Inde. C'est la même histoire. Donc les castes, en fait, c'est de dire que dans la société, il y a un petit nombre de la population, appelé blanc, qui dirige, qui impose sa dictature, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est le système esclavagiste, à un grand nombre de la population qui sont appelés noirs, indépendamment de la couleur de peau. Donc noir ici ne désigne pas une identité ou une couleur de peau, mais plutôt l'appartenance à cette caste de... Ça, vous avez très bien expliqué. Le fonctionnement des sociétés eurasiatiques, on va dire, dans l'Antiquité. Ensuite, on a basculé vers le choc, la rencontre avec l'Afrique, qui était déjà colonisée au niveau de l'Égypte pharaonique. Oui. On a avancé avec le concept d'esclave, slave, qui était un concept qui est encore eurasiatique, et comment les Africains, finalement, ont été désignés comme victimes expiatoires d'un inconscient collectif qui était très très lourd
avec le phénomène de l'esclavage de masse qui va naître. Puis la participation des docteurs de l'Église à la réécriture de la mythologie de la malédiction nègre. C'est ça. Et puis des penseurs européens du fameux siècle des Lumières, mais qui a été dévastateur pour d'autres continents, notamment le continent africain. Et vous avez parlé des Senghor et tout ça un peu trop tôt, peut-être, parce qu'ils vont arriver bien plus tard, peut-être qu'on finira par eux. Mais quand Césaire dit « j'ai voulu plier la langue à mon vouloir dire », c'est-à-dire d'un mot qui était insultant, il a voulu en faire un mot qui brandissait finalement comme une fierté. Ça, c'est bien plus tard. Mais comment inconsciemment, l'Africain qui n'a pas filtré toutes ces étapes-là, s'approprie des mots qui finalement le rabaissent? Par l'école, tout simplement. Par l'école, tout simplement, parce que quand les prêtres, par l'école et surtout par la religion. Parce que quand les missionnaires sont arrivés, ils ont commencé par ouvrir des écoles, et par aliéner la population locale. Donc à nous détourner de notre culture, et en nous imposant la nouvelle réalité qu'ils avaient définie. C'est comme ça que petit à petit, l'Africain a commencé à s'approprier ces termes. Une histoire dévalorisante, voilà. Une image de dévalorisante, c'est ça. Oui. Par exemple, nos parents, juste à très récemment, on leur apprenait à l'école que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Et dans les programmes scolaires, quand on lit les programmes scolaires de l'époque coloniale, tous les héros africains étaient dénigrés. On les traitait de sauvages, de singes, de macaques, et on n'a rien inventé, on n'a rien fait. Donc c'est à partir de cette période, notamment à travers des outils que sont l'école et la religion, que s'est installé dans la psychologie de l'Africain, surtout de celui qui est allé à l'école européenne. Donc plus on est allé à l'école et plus on est exposé. Abruti. Non pas exposé, mais abruti, tout simplement. Parce que l'école eurasiatique, c'était un outil d'abrutissement. En fait, ça préparait même la période des indépendances. Parce qu'une fois que l'Européen ou l'Arabe venu coloniser l'Afrique sentait la fin venir, il va préparer des valets qui, en fait, seront ce que le docteur François appelle des peaux noires masques blancs. C'est-à-dire des gens qui travaillent pour le compte du maître parti. Donc c'est en fait tout cela qui va générer la société actuelle même africaine. Donc, quand vous engagez ce travail-là, qu'est-ce que vous espérez en engageant un travail comme celui-là? Je vois à peu près ce que vous espérez, mais comment vous allez diffuser ça dans les esprits qui sont déjà très, très... Mais déjà, le premier travail à réaliser, c'est de faire la collecte d'informations. Cette collecte, elle se fait très bien, du moins, en fonction des données que nous avons, par des érudits africains qui font des travaux sur l'histoire, la réhabilitation de l'histoire africaine, sur l'écriture de l'histoire mondiale même, puisque le terme de noir, ça ne concerne, comme on le voit, ça ne concerne pas l'Afrique en particulier. Ça remonte, ça a ses origines dans le monde eurasiatique. Donc c'est vraiment l'histoire du monde. Donc c'est déjà avoir ce genre de manuel pédagogique. Une fois qu'on a ces manuels, et justement, on se sert des écoles, on se sert des journalistes, comme vous, pour diffuser l'information. Et petit à petit, effet boule de neige, l'information circulera et l'Africain retrouvera la conscience de lui-même et l'estime de lui-même surtout. Et surtout, donc, l'intérêt en écrivant cela, c'est surtout d'appeler l'Africain à réfléchir à partir de sa propre langue et à raisonner surtout à partir de sa propre culture. Et puis à comprendre quand même quelque chose de fondamental. Toute l'identité africaine, tout son imaginaire est construit par d'autres. Par d'autres. C'est un reflet. C'est un reflet. D'abord, quand nous disons africain depuis le début de l'émission, c'est une construction autre. Effectivement. Parce que la signification même d'africain, vous pouvez revenir là-dessus aussi. Puisque je suis là pour poser les questions. La signification d'africain, le mot africain, c'est un mot africain, d'origine africaine. Ça vient d'Ifriqiya. Mais sauf que ça n'a jamais désigné la population africaine ni le continent africain. C'est un mot qui désigne les villages des pêcheurs. Alors, qui va faire la promotion de ce mot Afrique-là et désigner le continent à partir de là? Ce sont les Romains. Durant les guerres puniques, les attaques contre Carthage. Donc c'est eux qui vont prendre, ils vont arriver dans ce village-là, qui s'appelait Ifriqiya, et ils vont prendre ce mot et le vulgariser. Et l'Africain lui-même, bon, à partir du processus d'aliénation qu'on vient d'expliquer, va s'approprier ce terme, il va se définir comme Africain et Afrique sans savoir ce qui se cache derrière. Comment il s'appelait avant, l'Africain lui-même? L'Africain lui-même s'appelait, vous pouvez essayer dans votre langue, déjà quand vous posez la question à un Africain, la première chose qu'il vous dit, dans ma langue par exemple, si vous demandez à un Africain comment vous vous appelez, il va dire « Munu ke muntu ». Donc je suis un être humain, je suis un muntu. Le pluriel c'est Bantu.
Donc c'est l'être humain. Et on retrouve le mot un petit peu partout en Afrique. Du temps des pharaons, ils parlaient de Remetu. Ça désigne toujours l'être humain. On retrouve la racine tout qui désigne l'être humain par excellence. Donc il y a déjà ce mot-là qui nous situe dans la globalité du monde en tant qu'être humain. Et pour nous distinguer des autres populations non africaines, le mot pour dire africain en langue kikongo par exemple, c'est Ndombi. Donc Ndombi ne signifie pas noir, contrairement à ce que certains pensent. Ça désigne l'être humain parvenu à maturité, entre guillemets, le civilisé, l'être humain civilisé. Voilà en fait comment l'Africain se désignait. Et dans toutes les langues, on retrouve le même processus. Et quelle était la répartition sociale? Vous avez parlé des castes chez les autres. En Afrique, comment c'était organisé? Mais en Afrique, en fait, il y avait déjà le roi. Ou plutôt, même le terme roi, c'est un terme inapproprié. C'est pour ça que délimiter dans le temps est important. Parce que le sens change selon les périodes. Parce que quand on va dire l'Afrique de façon générale, on prend l'Afrique de quelle période? Parlons par exemple de l'Afrique pharaonique et prenez-nous par exemple ensuite d'autres grands empires africains, le Royaume Congo, l'Empire du Mali ou des choses comme ça, mais pour nous expliquer de façon plus microscopique. La logique est la même dans tous ces royaumes, que ce soit au niveau de l'Égypte que les Afriques qui vont poursuivre. Parce que ce qui va se passer après l'invasion de l'Égypte, c'est quoi? C'est que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont émigrer, qui vont battre en retraite. Et qui vont refaire la même chose qui se faisait déjà là-bas. Donc l'organisation, elle est à quelque chose près la même. Donc on a le chef de l'État, appelons-le comme ça plutôt que roi, parce que c'est un terme encore péjoratif. Donc on a le chef de l'État qui a ses prérogatives d'instaurer ce qu'on appelle la ma'at, donc la justice au sein de la société. Je vais vous peut-être apprendre quelque chose. Le terme de république, c'est un terme que les Romains ont pris en Afrique. Donc l'ouvrage Duname, le mot Duname, c'est le mot africain pour dire république. Et la république, c'est cette société, l'Africain définit Duname comme étant la société dans laquelle chacun a sa place et tout le monde a les mêmes droits. Que vous soyez roi, que vous soyez le plus bas dans la société, vous avez les mêmes droits. Donc en Égypte pharaonique, par exemple, on retrouve des textes où le pharaon va rendre un procès contre lui-même. Il y a un citoyen qui va porter plainte pour une mauvaise action du pharaon et il va rendre une décision à sa propre encontre. Donc ça montrait bien que la justice était appliquée en Afrique. Donc après, c'est comme dans toute société, il y avait des structures, les organisations, l'économie, l'État. Et puis, si on veut même des choses plus récentes, mais déjà très anciennes par rapport aux standards internationaux, la première constitution qui valide les droits de l'homme, c'est Kurukan Fugan de Sundiata Keita. On est au XIe siècle. Effectivement. Où on reconnaît des droits égaux à tout le monde. À tout le monde. C'est clairement écrit, tout le monde a les mêmes droits. Personne ne doit porter atteinte à la liberté de l'autre, c'est écrit noir sur blanc. Donc quand on vient par exemple aujourd'hui nous refourguer les droits de l'homme, c'est une supercherie incroyable. Alors que l'Africain dans sa culture même a déjà cela en lui. Et vous constatez que c'est perdu tout ça? Ah non, mais c'est pas perdu, puisqu'on écrit des livres et que c'est encore là, c'est encore enseigné. Si je prends par exemple le concept... Puisque les fameux valets dont vous parlez, ils se sont proliférés, hein? On a perdu beaucoup de choses quand même. Oui, on a perdu beaucoup de choses, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, on parle plus des vallées que de la population. Toute notre richesse se trouve encore dans nos villages qui sont encore en vie. Quand vous allez dans un village africain, ce n'est pas le français qu'on parle, ce n'est pas l'anglais qu'on parle. Donc il y a encore des gens qui sont là, on a des gardiens de la tradition et de nos langues, de notre mémoire, qui sont là pour remettre tout cela. Je vais vous suivre, vous allez me conduire en Afrique, on va faire une émission là-bas. Là où vous allez souvent, pas de problème. Là où vous allez voir des chefs. Il nous reste 10 minutes d'émission, ça passe très vite. Vous vous rendez compte? Vous êtes tellement passionnant que vous avez parlé pendant 52 minutes tout seul. Et vous insistiez sur une notion, quand on s'est accordé sur le titre de cette émission. D'ailleurs, je vais vous rendre hommage, parce que cette émission, je l'ai faite dans des conditions très très compliquées de réalisation, et vous avez réalisé beaucoup de choses pour que nous soyons assis ici aujourd'hui au niveau du concept et de la préparation. Je vous remercie. Oui, il faut rendre à César. Vous insistiez sur le terme Muntu. Ah ouais, le terme Muntu, c'est... Qui pourrait désigner notre identité. Notre identité. Notre notion de l'identité ontologique. Effectivement, parce que quand je discute par exemple avec des gens, ils me disent, oui, bon, aujourd'hui, l'Africain s'est identifié comme étant noir. Ben, si on enlève le mot noir, comment on va s'identifier? On a le terme Muntu. Dans chaque langue africaine, on a la même méthode. Oui, chez moi, c'est Mot. C'est la même chose. C'est la même chose. Chez les Douala, c'est Moto, Mota. On peut reprendre ce terme et...
s'identifier avec ça. Je vais vous faire un peu penser à quelque chose, vous allez creuser, vous me direz ça la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui disait tout le temps « je suis le fils de l'homme, je suis le fils de l'homme ». Vous savez que ça existe dans toutes les langues africaines, bien cette sûr. expression? Ah, bien sûr. Mais pourquoi il disait ça? Je vous rappellerai que ce fils de l'homme lui-même, il est venu étudier en Égypte, donc encore en Afrique. Il s'est réfugié aussi en Égypte. Ah, bien sûr. Mais moi, j'ai souvent l'impression qu'on ne se réfugie pas chez les étrangers. « Je suis le fils de l'homme » n'a pas de sens en français, par exemple. Effectivement. Ça ne signifie rien. Rien du tout. Mais en langue africaine, ça signifie quelque chose. Et ça signifie ce qu'il disait. Effectivement. Bon, poursuivez. Non, mais poursuivez. La notion de Muntu, et on entend parler aussi d'Ubuntu. Il nous reste, vous avez 5 minutes. Justement, le Muntu, c'est celui qui pratique l'Ubuntu. L'Ubuntu, en fait, c'est on peut définir ça rapidement comme étant le vivre ensemble. C'est le respect mutuel, le respect de l'autre. Je ne fais pas à l'autre justement ce que je m'interdis qu'on me fasse. C'est ça, en fait, ce qui traduit la notion d'Ubuntu. C'est l'être humain qui reconnaît l'autre en tant que son semblable. C'est une éthique. Effectivement, c'est une éthique. Donc ça, c'est exclu par définition l'esclavage en Afrique, par exemple. Donc, au niveau du système économique, on a ce concept au niveau des tontines. Quand vous voyez comment fonctionnent les tontines, que vous soyez riche, que vous soyez handicapé et autres, vieux, jeunes, dans les tontines, vous recevez tous la même somme à la même période définie. Principe d'égalité. Donc c'est ça l'Ubuntu, reconnaître l'humanité en chacun de nous, et surtout en l'autre. Donc c'est ce qui définit le Muntu, donc celui qui est créateur, l'être humain par excellence. C'est en fait cela que signifie le mot Muntu. Il nous reste 5 minutes d'émission. Dites-nous, votre organisation, est-ce que c'est juste pour partager du savoir dans un petit groupe, ou bien vous pensez qu'il faut un projet politique de conscientisation de l'Afrique? Oui, il faut un projet politique, ça c'est indéniable, parce que écrire des livres, ça ne suffit pas. Il faut s'organiser en association, en parti politique surtout, parce que si les partis qui se réclament du panafricanisme ne prennent pas le pouvoir en Afrique, le panafricanisme ne sera jamais effectif. Donc, il faut s'organiser en groupement, que ce soit associatif, politique, etc., et faire la promotion de notre culture, de notre identité réelle, donc du Muntu. Et le Congo va jouer un rôle central là-dedans. Le Congo a un destin un peu mystique. Il ne souffre pas autant pour rien. Et quand vous parlez du Kikongo, toutes les langues africaines se retrouvent, par exemple, dans cette langue-là. Effectivement. Et même au-delà, beaucoup de similitudes avec la langue d'un de nos cousins, dont on parlait tantôt. Effectivement. Il y a un auteur qui a d'ailleurs écrit les origines bantou du latin. Ah bah tiens, on n'a pas fini. Mais de toute façon, tout est parti de là. Après, tout dépend des périodes, de l'éclatement, des périodes prises en compte. Donc et tout cette langue mère, cette langue souche, là, le Kikongo, on le retrouve par exemple en Afrique du Sud. L'agonie du Congo est symptomatique de l'histoire de l'Afrique. Le Congo, j'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Parce que je dis souvent dans les cercles privés que le Congo, c'est l'ADN de l'Afrique. Bien sûr, c'est mieux que l'ADN de l'Afrique. C'est ce que les Égyptiens appelaient le Noun. C'est-à-dire la matière tout est parti de là, en fait, des Grands Lacs. Tout découle. L'histoire de l'Afrique même découle de là. Quand on parle de la Nubie, on dit que les pharaons, la création de l'Égypte pharaonique, ça vient de la Nubie. Mais quand on parle de la Nubie, c'est en fait le cœur de l'Afrique. Oui. C'est ce que l'on appelle Nouba, en langue africaine. Les Nouba qu'on retrouve encore aujourd'hui du côté du Soudan. Mais même quand on parle de la Libye, c'est en fait le même mot Nubie, parce qu'il y a une translittération entre le L et le N dans les langues africaines. Donc, ce cœur de l'Afrique-là, si on n'en prend pas soin, l'Afrique tout entière est foutue. C'est le grenier de l'Afrique, en fait. 2 minutes 30 d'émission. Je vous laisse le maximum que vous pouvez. Après, je vais dire au revoir et donner rendez-vous à la rentrée, Inch'Allah. Mais allez-y. Alors, le mot de la fin, ça peut être... Et dites comment on peut vous rencontrer, comment... Allez-y. Ces 2 minutes-là, faites de la politique. Déjà sur notre site internet, oum-messout.com. Donc, vous avez toutes les références possibles, notre contact email, téléphonique, pour nous joindre. Alors, le mot de la fin par rapport au thème de l'émission, ce serait de dire aux nôtres que la question de l'identité est cruciale, fondamentale, et que nous devons prendre cela en charge. Quand on voit le génocide européen au Rwanda, entre Tutsi et Tutsi, Hutu et Tutsi, c'était une question de vocabulaire, une question d'identité. Donc, on a déconstruit des réalités locales, en disant aux uns qu'ils étaient plus avancés que les autres, et ça a créé un génocide dont on ne se relèvera peut-être pas. Donc la question d'identité est fondamentale. Nous ne pouvons pas nous nommer n'importe comment, et surtout nous ne pouvons pas nous laisser nommer par d'autres que nous-mêmes.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. On a fini avec un thème qui fait réfléchir. L'été, c'est fait pour danser. Ah ben non, c'est dangereux de danser tout le temps. Cette émission, on va vous la repasser cet été pour comprendre une notion importante, c'est que on ne peut pas se laisser définir par d'autres. C'est un peu le leitmotiv de cette émission qui essaye, avec très peu de moyens, beaucoup de passion et des invités passionnants et talentueux, d'apporter sa